Eh bien, bonjour Jean-Marie Noël, bienvenue donc aux agences Studio Shrub, où on va faire un petit interview. Oh oh oh! Ok, ça va être très compliqué cette histoire. Bonjour Jean-Marie, donc c'est un vrai plaisir de te recevoir ici. On a eu l'occasion de se rencontrer donc au Festival du jeu de Vichy. Yep. Où on a eu l'occasion de papoter un bon petit moment jeu de rôle. Yep. Et bon, il a fallu un petit peu de temps, mais aujourd'hui c'est le cas. Voilà, on est ensemble, on est bien installés, et on va pouvoir parler de jeux de rôle. Et notamment de l'Alice, de Capitaine Vaudou et de Casus Belli. Je crois que sur ce sujet, tu auras pas mal de choses à dire. Je suis intarissable et on me dit toujours que je parle beaucoup. Certains disent même que je parle trop. Donc j'assume. Est-ce qu'ils ont raté leur jet de patience, ça rien à voir. Exactement. Voilà, donc moi voilà, je t'ai connu essentiellement grâce à l'Alice. Mais suite à notre rencontre, j'ai un petit peu épluché le dossier. Et je me rends compte aujourd'hui que la partie... de Casus Belli, les numéros qui m'ont le plus impressionné, qui ont nourri le plus mon imaginaire, et ben d'une certaine façon, t'étais un peu derrière les manettes. Est-ce que tu peux nous parler de Casus Belli? Et là, on a le temps, on a vraiment le temps d'approfondir le sujet, donc hésite pas, t'es rentré quand à Casus Belli et comment ça s'est passé cette histoire? En fait, je sortais de mes études de graphisme en 82, 83. Je suis encore aux Arts Déco, je suis graphiste, je me prépare à être graphiste. Et par pur hasard, je tombe sur le jeu de rôle par l'intermédiaire d'un collègue de travail, parce que pour payer mes études, ça va faire rire, je bosse au Loto National. Je tripatouille des bulletins tous les jeudis soirs, parce qu'à cette époque-là, c'est l'Antiquité, les bulletins sont des bulletins physiques en papier. Et donc il faut les manipuler pour les passer dans l'électrice optique, des choses comme ça, donc il y a énormément de bulletins, et donc c'est un job d'étudiant. Je travaille tous les jeudis soirs, toute la nuit. Et un soir, à la pause de minuit, j'avise un copain, un collègue, qui est devenu un ami après, qui a une feu-feuille à la main. Et la feu-feuille, tu comprends pas ce que c'est du tout. Donc je lui demande et il me dit, bah voilà, je suis en train de regarder ma feuille de perso de prêtre d'Ulmo, parce que il faut que j'apprenne mes sorts pour samedi. Donc forcément, ça m'interpelle un petit peu. Je ne comprends pas du tout ce que c'est. Ah, Donjons et Dragons, tout ça, sa vie, son œuvre, le jeu de rôle. J'ai jamais entendu parler. Et donc le gars me dit, pas de problème, si tu veux, tu viens jouer avec nous samedi. Oui, mais je sais pas faire ça. Non, c'est pas grave, tu viens. Donc le samedi suivant, j'y vais. On me file un magnifique perso de niveau 1 à ADD, avec sa petite épée ridicule et puis son petit arc. Et puis on descend une rivière. On est sur un bateau. Et en descendant cette rivière, on est attaqué par des gobelins qui nous jettent des flèches enflammées comme ça de partout. Et je suis complètement paniqué. Putain, on va se noyer, putain, on va cramer, on va pas s'en sortir, on va tous crever. Et donc les mecs en face me font, ah c'est bon, ils y croient. Et après ça a été parti, j'ai plus jamais arrêté. Et donc du coup, j'avais une grande envie en sortant du boulot de rentrer chez Casus. Parce que j'avais repéré le magazine, je trouvais ça intéressant. Bon. Arrive 85. Entre-temps, j'ai réussi à décrocher un rendez-vous avec mon bien-aimé futur rédacteur en chef, Didier Guizrix, à qui je soumets mes petits talents de graphiste. Et il me dit « Ah, tiens, c'est marrant, on n'a jamais eu de logo. Pour le moment, on a une typo, l'Algériane, qui est une typo qui sert pour les Khedive, pour les bar tabac. Il y a beaucoup cette typo-là, je sais pas pourquoi. » Et il me dit « Je veux bien que tu me fasses des propositions pour un logo. » Donc je travaille, je gratte, je présente des esquisses. On se met au point sur ce logo-là. Voilà. Sur celui-là. Et j'ai abouti le logo. Et le premier jour où sort ce logo, c'est le jour où on sort le premier numéro sur la Élite. Le numéro 35, qui est pas là. Il n'est pas là. Non, c'est pas grave. Il est chez moi, mais il n'est pas là. Tu le montreras en insert. Et c'est le premier jour c'est le premier numéro où sort mon logo. Donc déjà, ça me fait une première emprise sur la Élite.
Je regarde ce que c'est que la Élite, je trouve cette ville absolument fascinante. Et à partir de là, je monte une campagne, une grosse campagne. On démarre à 12 joueurs parce que je n'ai peur de rien. On se reçoit les uns les autres, une fois par mois. Donc c'est l'époque où personne n'a d'enfants, donc on se retrouve le vendredi soir. Alors il y a un couple à Paris, un couple à Bourges, un couple à Orléans, un couple à... dans le coin, à Combronde, à Combronde, les petits gens si vous m'entendez. J'étais avec eux il y a 2 jours. Et on se reçoit les uns les autres, et le vendredi soir c'est comment tu vas, qu'est-ce que tu deviens, tout va bien. Le samedi matin c'est les courses au supermarché ou au marché. Et le samedi midi, boum la guerre, jusqu'au dimanche, 3-4 heures du matin, comme on faisait à cette époque-là. Alors ça c'est typique de l'époque. Nous, quels que soient les gens avec qui j'en parle, ça a été la même chose, c'est-à-dire on se rejoint le matin, on va faire les courses, on prend toujours des cochonneries à bouffer, des poulets fumés, les bonbons, les machins, les trucs, un peu d'alcool, faut pas le dire. Faut pas le dire, ça c'est pas bien, mais après on se retrouve, on commence la partie à 14h et ça finit toujours à l'épuisement total. C'est ça. Et donc le dimanche matin, avec un peu la tête dans le pâté, on termine peut-être une petite scène qui manquait à la fin, et puis l'après-midi chacun rentre chez soi, et puis on se reçoit les uns les autres comme ça, c'est vraiment un rituel. Et on fait, je sais plus, 13 ou 14 séances sur un peu plus d'1 an et demi. Et donc, je vise toujours l'envie de rentrer chez Casus. Malheureusement, il y a un maquettiste qui est en place, qui fait le boulot, mais qui n'est pas joueur. Et je me dis, j'ai une carte à jouer quand même, parce qu'en tant que joueur... Une carte à jouer en tant que joueur. C'est pas mal. Exact. Et puis, le chemin de la vie fait que je passe par une boîte où je fais des murder parties, où je suis scénariste professionnel de murder pour des entreprises. On a fait le monde informatique, un grand labo pharmaceutique, etc. Et puis je bosse un peu pour Oriflamme aussi. Je fais un magazine qui s'appelle Tattoo. Pas très longtemps, je fais 3-4 numéros, pas plus. Mais déjà, j'essaye de mettre mon pied dans la chose. Et puis arrive que le maquettiste part l'armée, puisqu'à cette époque-là, on partait à l'armée. Et donc, j'essaye de le tuer en chemin pour qu'il ne revienne pas. Non, je prends la place. Je réussis à être assez convaincant avec monsieur Jacques Béard, qui était directeur financier d'Excelsior. Et je rentre à Casus. Et là, je rebats les oreilles de tout le monde avec ma campagne qui, comme tu le sais bien, le grand défaut des joueurs et des maîtres de jeu, c'est de raconter les aventures de leur perso, de leur campagne. Tu fais ça, je fais ça, tout le monde fait ça. Et donc, très rapidement, puisque je rentre en 89, Didier me dit on a envie de faire un hors-série qui va compiler les éléments depuis le numéro 35, qui est sorti en 85, jusqu'à maintenant. On a fait des compléments sur les temples, sur les provinces, sur des personnages, sur des ambassades, sur des tas de choses. Est-ce que tu voudrais pas être rédac-chef du truc? Donc, deuxième fois pour moi de tomber de ma chaise, je me sens pas capable, c'est pas mon métier. Et puis en fait, il me convainc, très gentiment. Et puis je collabore à ce bébé-là. Alors celui-là, moi c'est celui que j'ai poncé, j'adore. J'ai eu la chance que l'alchimie prenne et qu'on fasse un truc qui a beaucoup marqué les esprits des joueurs. Parce que du coup, ça devient une entité cohérente. On a que des pages consacrées à ça, alors qu'il y avait beaucoup de choses éparpillées et forcément les joueurs les voyaient pas forcément passer. Et là, on a une... Tiens, je me suis auto-dédicacé un exemplaire. Non, tu me l'as dédicacé. Ah non, je t'ai dédicacé. Je me disais, putain, je suis taré quand même. Je te l'ai dédicacé. Je crois que j'ai amené un exemplaire dans lequel, effectivement, on voyait déjà qu'à l'époque, c'était les temples d'Aïlis qui sont ici, dans ce numéro-là. Là. Ouais. C'est un numéro d'anthologie de Cassius que moi j'ai adoré à l'époque. Et effectivement, on avait bien un plan de l'Aïlis, et puis là, c'était détaillé uniquement les temples. Uniquement les temples. Donc c'est vrai que pour quelqu'un qui voulait faire jouer l'Aïlis, ça poussait un petit peu la consommation quand même. Ouais, il fallait acheter tous les Cassius, c'est un peu normal. C'est tout à fait logique. Puis en même temps, un vrai rôliste à l'époque acharné achetait tous les Cassius, donc ça changeait pas grand-chose. Exact. Mais effectivement, c'était quand même pas forcément évident de jongler d'un Cassius à l'autre pour trouver les infos. Alors on les achetait en double pour découper les pages, certains les plus acharnés. C'est ça. Moi, j'avais pas assez d'argent de poche pour ça, j'en parle déjà dans mes vidéos. Donc du coup, très souvent, c'était un plan but. Alors on faisait marcher la photocopieuse. Ah ouais. Tu sais qu'on avait
une vente pour 4 ou 5 lecteurs, en fait. Ah oui. Parce que comme les gamins n'avaient pas de thunes, et ils se refilaient le magazine, et puis voilà. Et on le savait très bien, et ça nous faisait plaisir malgré tout de se dire qu'on transmettait la flamme, et que grâce à nous, Casus, on avait cette capacité à fédérer autour de nous un public français qui sortait un peu des productions américaines, anglo-saxonnes en général, quoi. Donc c'était bien. C'est vrai que c'était pour nous vraiment l'occasion de découvrir des jeux qui n'étaient pas les gros monstres Cthulhu, Donjons et Dragons. À l'époque, on avait Stormbringer. En 89, on était dans ces eaux-là, RunQuest, normalement RunQuest. JRTM, c'est un peu plus tard, c'est de 90-92, je crois. Donc en fait, on avait des espèces de trusts qui étaient là, et on avait du mal à savoir qu'il y avait d'autres jeux à côté, ou alors les wargames, ça nous passait complètement au-dessus. En général, il fallait vraiment être connaisseur pour savoir qu'il existait. Ou Diplo, par exemple, qui étaient des jeux vraiment très spécifiques, quoi. Parce qu'il faut quand même préciser, et quand on regarde dans les Casus Belli, c'est vraiment très 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 clair à cette époque-là, le jeu de rôle était encore quelque chose d'extrêmement confidentiel. On était très souvent dans de la commande par correspondance. C'est-à-dire que Casus était une immense plateforme dans laquelle il y a des pleines pages de gens qui vous présentaient des jeux avec des listes de prix. On remplissait son petit coupon qu'on envoyait avec un timbre par la poste, avec son chèque, et on priait le dieu de l'honnêteté de nous envoyer des bouquins en temps et en heure. Ouais. Et c'est comme ça que ça se passait, parce que la plupart du temps, dans les boutiques locales, il n'y avait pas forcément toute l'offre qu'on pouvait avoir. Alors les Parisiens étaient mieux logés, mais nous, par exemple, à Clermont-Ferrand, même si on avait une boutique Quartier Blatin qui est absolument exceptionnelle, on n'avait pas tout. Donc si on voulait certains suppléments de Paranoia, si on voulait certains suppléments de Donjons, alors les 150 tomes de AD&D qui sont sortis, la B1, la B12, la B17, la B22... Dans ces boîtes. Dans les boîtes, nous, on n'avait pas moyen de les avoir tous en magasin, donc du coup, Casus jouait ce côté plateforme-là, et aussi un lien social très important entre les associations, les joueurs, les gens qui voulaient lancer des parties, etc. Tu sais par exemple que grâce à cette fédération de joueurs qui se créait autour, a été décrié, mais comme tout truc un peu institutionnel, il y avait plein de gens qui criaient au potentat, au capitalisme, au machin, au truc, parce qu'il en faut, et que ça amuse la galerie quand on n'a pas autre chose à penser. On avait cette notion vraiment chevillée au corps de se dire... On essaye du mieux qu'on peut de faire avancer la machine, de promouvoir des jeux, de promouvoir des univers. Et la Élite, pardon, contrairement aux productions anglo-saxonnes, avait... Alors c'était un cadre de jeu, alors c'était pour ADD parce que c'était l'époque, mais on s'en occupait assez peu. Il y avait un peu de caractéristiques sur les bords, mais c'était vraiment pouillème. C'est l'époque des petits cartouches où on mettait les caractères pour Donjon, pour Starbringer, pour RunQuest, pour... On avait un truc tout condensé, toutes les caracs en 5 cm par 5 cm, quoi. Ouais, et puis t'imagines pas le nombre de signes qu'on mettait par page. À cette époque-là, tu regardes une page comme ça... Mais à l'économie, mais j'aimais bien... C'est inimaginable maintenant de faire une mise en page avec du texte aussi serré. Alors, les deux opposés, entre le Casus que Jean-Marie tient dans les mains et le dernier jeu de Alien... Ouais. Dans lequel il y a un entourage de 8 cm de tous les côtés, avec écrit en taille 22, un pavé qui tiendrait sur un seul des paragraphes du magazine, il y a un monde. Hein. C'est-à-dire qu'à l'époque, le jeu de rôle, c'était dense. C'est du contenu. C'est du contenu. Exactement. Et donc il fallait en mettre plein les pages, donc les marges sont petites, on va très très bas. Alors, quand tu photocopies sur du A4, bah, tu en manges un peu sur les bords, parce que tu n'arrives pas à attraper le reste. C'était sans doute un peu calculé par le magazine. Peut-être, et ouais, c'est vrai qu'on avait une couleur Frenchy, je vais dire. Ouais, Frenchy, je pense. Cette ville avait une personnalité que n'avaient pas d'autres villes anglo-saxonnes. Et par exemple, moi, le grand pied que j'ai eu en tant que rédac-chef, c'est de glisser plein d'anecdotes de ma campagne. Et j'ai demandé à mes joueurs de raconter des trucs. Donc dans les marges, qui sont des petites anecdotes, qui sont des petits compléments, on a des choses qui proviennent de ma campagne directos. Ça, tu vois, c'est les bifetons que j'utilisais. Donc je l'ai photocopié. Donc il y a le lital, le dilital, le célital, 1, 10, 100. J'avais fait un petit dessin, et puis je l'ai photocopié. Et je distribuais du pognon à mes joueurs. Ils avaient des petits billets comme ça, et puis ils géraient leur trésor, mais en vrai avec des bifetons. Et comme quoi, Donjon Delbuck, avec ses billets qu'ils ont sortis, ils n'ont rien inventé en fait. Bon, ça fait vachement penser à Dragon. Appelez-moi les gars, on causera. Ils avaient ces notions de billets là qu'on collectionnait pour récupérer des lots. Là. Et puis autre chose qui était importante, c'est qu'on avait
en l'occurrence, en partie grâce à Pierre Rosenthal, qui connaissait pas mal de monde dans le milieu de la BD, qui gravitait autour de Métal Hurlant, je crois. On a quand même eu un dessin original de Bilal, Oui. c'est pas rien, Exactement. qui était un personnage très important. J'ai toujours adoré ce ça- PNJ. Enfin, Ça a beaucoup porté, ouais. il a une très très grande importance très dans la intéressant. nouvelle version. Et puis surtout, on avait, enfin, pour moi, c'est plus fort, c'est plus sensible, ça correspond plus à ma personnalité ou à ma sensibilité. On avait les dessins de Monsieur Tinius. Alors je cherche Lucab, il est un peu plus loin, Lucab. Mais bref, sinon on a celui-là, qui est cette petite histoire rigolote avec des doudilins. Et ces dessins-là avaient été faits par le regretté Tinius, qui s'est arrêté en chemin de bien triste manière, et dans le nouveau La Élite où j'ai beaucoup œuvré, j'ai tenu absolument dès le départ à ce qu'on ait, on va appeler ça une minute de silence, mais sous forme de papier, pour rendre hommage à ce mec-là. Et l'éditeur a tout de suite percuté en disant ouais, c'est très bien, on fait ça de base. Quand on communique sur le lancement de la nouvelle La Élite, la volonté c'est de parler de lui d'abord. Parce qu'il représente un certain nombre de valeurs qui sont fortes et aussi par rapport à la ville. Mais ça, on en parlera plus tard. C'est une ville qui est super intéressante par rapport à tout ce que j'ai pu avoir moi comme supplément de villes ou de pays fournis par les anglo-saxons. Il y a un certain manque de profondeur chez eux qui au bout d'un moment, nous en tant qu'Européens, il manque quelque chose dans notre narration, quoi. Là, effectivement, La Élite, c'est une ville qui est complète, qui va jusqu'au secret profond, des choses cachées, la religion, comment elle agit, quels sont les différents... Il y a vraiment une quantité de sectaires, comment dire. Il y a un certain nombre de groupuscules qui s'interposent, voilà, qui s'interposent dans la ville. Les quartiers ont des caractères. Chacun a une façon différente d'exister. On peut très bien, un joueur qui a un peu joué dans la liste, il se réveille assommé dans une ruelle, vous lui décrivez 2-3 trucs qui se passent, il sait dans quel quartier il est normalement. C'est vrai. Ça, c'est pas forcément une évidence dans la plupart des jeux. C'est assez pauvre, quoi. Je vous parle même pas du fait que la plupart des plans que j'ai de cette époque-là avant la liste, les villes sont plates. Ouais. C'est-à-dire c'est un plan à plat. Ouais. La hélice, une des grandes particularités, c'est qu'elle est complètement basculée sur son axe. C'est une des premières villes où il y a eu une certaine nécessité de la montrer en coupe latérale. Ouais, pour mieux comprendre. Et il ne faudra pas le dire, hein, j'ai commis une erreur. C'est que dans la nouvelle La Élite, je l'avais noté, mais j'ai noté tellement de kilotonnes de choses. On a oublié de reprendre ce dessin-là. Et ce dessin-là aide vraiment beaucoup à comprendre la ville, puisque ce dessin qui est ici, précisément, montre en fait le dénivelé de la ville qui va de 0 à 900, donc c'est vraiment penché comme ça, et puis le fait que, par contre, la rivière qui coupe la ville en deux soit horizontale. Alors moi, j'étais pas là au début de l'aventure, puisqu'en 85, j'avais juste fait le logo Casus et je faisais pas partie de la rédaction. Donc j'ai mené mon chemin à moi en m'inventant ma version de La Élite, mais je pourrais pas te dire grand chose de l'origine. Je sais qu'il y a Didier Guizrix, le rédac-chef, il y a Pierre Rosenthal, il y a Jean Balcezac, il y a Patrick Durand-Pérol qui est donc le créateur, en l'occurrence d'Empire et Dynastie, et qui est le créateur de la carte, qui a... Je ne sais pas qui de la poule ou de l'œuf est arrivé le premier, mais par contre, je sais que la carte a beaucoup inspiré le développement de la ville elle-même. Et l'animal est cartographe lui-même, donc c'est facile pour lui d'inventer des choses qui sont porteuses de sens. C'est marrant ça. Ça fait penser à Tolkien, qui a d'abord créé les cartes, les noms, avant d'écrire l'histoire. Ouais. Il pensait que ça permettait de développer le personnage et la façon de nommer et de représenter les choses, donner la caractéristique du personnage ou du lieu, quoi. J'ai vu l'expo, je ne sais plus où elle était, à la BNF je crois, sur Tolkien. Le Salopio, c'est très beau ce qu'il fait en dessin aussi. Alors moi je qualifierais pas Tolkien de salopio, mais... Ah non, j'ai rien dit. Voilà. Non, c'est affectueux, hein, qu'on ne se méprenne pas. Vous désabonnez pas juste pour ça m'embêterait quand même. Non, enfin... Alors, justement, à ce propos-là, à l'époque de Casus Belli, il y a plein de gamins qui connaissent pas Tolkien. Ça semble absolument inimaginable maintenant que le Seigneur des Anneaux a fait le buzz qu'on connaît. À l'époque, quand on joue
JRTM, quand on joue sur du texte de Seigneur des Anneaux, il y a plein de gens qui connaissent pas, qui n'ont jamais lu. Alors, c'est un des chevals de bataille. On dit un des chevals ou un des chevaux? Un des chevalos. On va dire un des chevalos de la bataille. C'est sur cette chaîne, voilà, j'en parle très souvent, notamment parce que ce qui m'a motivé aussi, c'est cette banalisation du geek. Ouais. Qui fait qu'aujourd'hui, les gens se rendent pas forcément compte. Alors, je dis pas que c'est mal, c'est très bien que tout le monde soit passionné, que les mondes fantasy se soient répandus, que tout le monde sache, c'est très bien. Mais c'est vrai que quand il y a des gens qui viennent nous expliquer à des vieux rôlistes qui faisaient du JRTM aux origines, etc., ou qui sortent du cinéma en regardant Tolkien, en regardant Le Seigneur des Anneaux, en disant ouais, c'est commercial, ils ont déjà sorti les bouquins. Ça, j'ai vécu en vrai. Ah, t'as vécu ça? Voilà. Ouais. C'est vrai qu'à l'époque, être un rôliste, savoir ce que c'est que le heavy metal, faire quelques jeux de plateau, jouer à Chaos Marauders ou à autre Illuminati, voilà, lire des bouquins comme Le Seigneur des Anneaux ou Lovecraft, ce qui étaient sans doute les seuls deux trucs qu'on trouvait dans la bibliothèque, c'était vraiment pas commun. En réalité, Cassius Belli a aussi a été un étendard. Et d'ailleurs, je pense que la représentation d'étendard qu'on voit apparaître dans le setting de Cassius Belli n'y est pas pour rien. Ah oui, on avait cette notion d'oriflamme. Voilà, on est dans l'oriflamme, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que Cassius Belli brandissait une façonnette du jeu de rôle que les gens pouvaient suivre. Ouais. Et s'y reconnaître. Il y a des gens dans des villes qui ne savaient pas qu'à 500 mètres de là, parce qu'on n'avait pas d'internet, on n'avait pas de téléphone portable, on avait les petites annonces, c'était compliqué. Ouais. On passait par Cassius Belli en disant bah moi je suis à Clermont-Ferrand, je cherche un rôliste. Ah bah je suis deux numéros plus bas dans ta rue, viens me rejoindre. C'est pas étonnant, on avait bien cette notion-là. Il n'y avait pas tant de conventions que ça. Maintenant, il y a beaucoup de conventions. Les réseaux sociaux permettent de rassembler les gens plus facilement. À l'époque, il fallait passer une pub dans Casus, par exemple, pour dire j'organise un forum, un machin, un truc. C'était 2 mois plus tard, pour peu que le magazine sorte un petit peu en retard. Mais ça n'arrivait jamais. Le magazine sortait toujours à l'heure. Surtout avant moi. Et donc, on se retrouvait avec des situations où le type avait payé sa pub 3 francs 6 sous, et puis le magazine paraissait 5 jours ou 10 jours avant la manifestation. Et puis il pleurait tous les larmes de son corps parce que la pub n'avait pas fait son effet. Mais néanmoins, on avait cette notion de permettre... Puis il y avait du Minitel, il y avait un jeu Casus Belli sur Minitel, 3615 Casus Rogue. C'est une autre époque. Hein. Ah ouais, on n'ose pas imaginer. On était très surpris avec c'est vrai qu'avec Nemesis, on a une époque où quand on faisait la convention à Clermont, on avait 80 tables de jeux de rôle à poser. On avait, à ce moment-là, c'était même le début de Magic, donc on avait aussi 120 joueurs de Magic alignés, une soixantaine de joueurs de jeux de plateau qui étaient là sur des tables. Et on a fait venir, il y a des auteurs de parisiens, des grands auteurs comme Éric Guedan, qui sont venus. Ouais. Et quand ils ont vu la conve, je me dis, est-ce que vous vous rendez compte que vous avez sans doute peut-être la 2e plus grosse conve de France, en fait, à ce moment-là. Et nous, on se rendait pas compte de ça, parce que sur Clermont, c'est un bassin où, à part Clermont, il n'y a personne. Donc forcément, dès qu'on faisait une convention, on draine... Il y avait personne. Il est revenu, il est dans le coin. Je reviens 10 soirs, je suis allé... Bonjour. Je suis allé chez Imaginaire Arverne, mais j'étais l'année dernière à Némésis, on s'y est croisés aussi. Tout à fait. Bonjour à Némésis aussi. Bonjour à tous nos copains du coin, effectivement, Amblard. Tiens, spécial dédicace. Voilà, tous les copains. Effectivement, on s'est croisés 2 fois à Némésis et effectivement à Issoire, qui est une très jolie petite convention qui mérite vraiment, c'est leur 2e édition de cette année. Je pense vraiment que ça mérite d'aller jeter un petit coup d'œil parce que ça sent bon la grande époque du jeu de rôle, vraiment, avec ce côté encore un peu... Elle prenait pas mal. Un petit peu fouillis. Les trucs, un peu fouillis, mais il y a une vraie buvette. C'est pas grave. Il y a du café qui est bon. Et il y a des saucisses de Soxilange. Voilà, ils ont tout compris. On goûtera le Saint-Nectaire tout à l'heure. Oui, très bien. Voilà. Effectivement, c'est des petites conventions sympas. Alors, ça a bien changé, parce que moi, j'ai aussi, un petit peu comme toi, tu nous en parleras, j'ai eu une petite période de creux dans ma pratique rôlistique qui fait que, je reviens plus en force maintenant, mais il y a à un moment donné, j'ai un tout petit peu lâché l'affaire. Et notamment dans la période de creux 2005-2015 que tout le monde connaît. Et effectivement, là où j'ai eu l'impression que tu étais en phase descendante quand je suis parti, ça a bien remonté depuis, il y a des belles choses qui se font, vraiment des choses très 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 belles. Donc ça a bien changé. Mais c'est vrai qu'à l'époque,
une convention, ça se prépare à l'avance. Nous, à Nemesis, on remplissait les enveloppes avec des invitations, des affiches à mettre dans les clubs, parce qu'on était un des seuls clubs de France à faire un annuaire de tous les clubs. Ah oui. Donc c'est ce qui a été donné à la FFJDR pour la création. D'accord. Donc c'est la personne qui s'occupait de ça à Nemesis, quand elle est partie pour la fondation de la FFJDR, elle est partie avec l'annuaire sous le bras, et c'est vrai que ça a été un des éléments qui a aidé à fonder la FFJDR. Donc, ça, on n'en est pas un petit peu fiers quand même. Ouais. Voilà. C'est vraiment un vieux club, Nemesis. Ah bah 91 la fondation, vraiment le début, la première convention 92. Alors moi j'étais jeune en 92, j'ai fait la première convention de Nemesis en tant que de usager. Je crois que c'est l'année où on a dû expérimenter Yearl avec son créateur. Ouais, ça n'a pas été hyper convaincant, on en reparlera dans un autre épisode. Mais bon, moi je pensais que ça existait depuis vachement longtemps en fait. On était en 92, je me suis dit le jeu de rôle c'est hyper vieux et tout ça. Et en réalité, on s'est retrouvé à la convention. Moi j'ai fait jouer une grosse partie de Warhammer avec un scénario qui a été édité en magazine depuis. Et on pensait vraiment qu'on arrivait, on n'avait pas pris le train en marche. On a pris le train en marche parce qu'on avait raté plein de trucs, et en fait non. Effectivement, depuis une des premières conventions de Nemesis, à Clermont-Ferrand, en fait, on était déjà au taquet avec les copains, on était déjà dedans en fait. Effectivement, il y a eu des choses avant, il y a eu la JC est un petit peu plus ancienne, et à Chamalières donc, et puis on a eu les Silmarils, Silmarils qui ont fait beaucoup de choses. Qui passaient des pubs en Casus. Énormément, voilà. Mais ouais, effectivement, c'était voilà. C'est les prémices. C'était l'âge de pierre. Et il y avait très très peu de filles. L'âge de pierre pour la Élite, ça marche très bien. Oui, il y avait très peu de filles. Bien sûr, il y avait très peu de filles. Alors moi, j'ai toujours eu la chance de jouer presque à parité égale, c'est assez étonnant, mais dans cette folie à 12 joueurs, on était presque que des couples. Et donc, voilà, j'ai joué avec mon épouse, avec des amis qui jouaient avec leurs copines, etc. Moi, c'est un truc qui m'a jamais posé question. J'ai jamais eu cette sensation de décalage qui est tellement évoqué partout, je sais pas comment dire, mais de sexisme ou de choses comme ça. Moi, c'est un truc que j'ai vraiment pas beaucoup connu. Et quand je l'ai connu en tant que MJ, j'ai clashé très fort parce que voilà, c'est pas ma vision du monde. Mais on avait vraiment très très peu de filles. Et puis on avait cette image d'ados boutonneux qui se réfugient dans les mondes imaginaires. Les geeks de l'époque, c'était pas cool. C'était on était. Et alors quand on était un adulte dont c'était le métier, moi j'avais encore des gens qui me disaient mais on peut vivre d'un métier comme ça, parce que le jeu, quand même, c'est pas... On peut faire un vrai travail. Ouais. Moi, je cite souvent cette anecdote. On a reçu un couple d'amis à la maison et pour dîner. Et en cours de dîner, le type me dit « Donc, c'est vrai que tu fais du jeu de rôle, oui ? Et ta fille, elle a quel âge ?» Ma fille, elle a 5 ans. « C'est quoi l'image d'un père qui joue par rapport à sa fille ?» Aucun problème, quoi. Non, mais tu vois, ton rôle de père, tout ça, oui. Et donc on avait encore dans la tête, certaines personnes avaient encore dans la tête le fait que le jeu était un truc d'adolescent boutonneux dont on parlait il y a 2 secondes. Les autres adultes qui jouaient avec leur 404 cabriolet, qui astiquaient devant la maison, c'est pas les mêmes jouets. Et chacun sa passion. Mais encore une fois... soyons libres des passions des autres et laissons-les s'éclater si la chose se fait entre adultes consentants, quoi. Voilà. Est-ce que d'avoir travaillé sur... Donc, Casus a été pour toi en vraiment 89 à 99. Si on prend à part la création du logo en 85, donc 89 à 99, est-ce que ça a été l'occasion de rencontrer un petit peu des créateurs anglo-saxons, où il y a eu c'était imperméable entre les deux univers francophone et... non, moi j'étais un grouillon, moi j'étais un ordinateur, moi je faisais rien, moi je faisais juste de l'ordinateur, pas plus. Mon ordinateur s'appelait Gros Quick, comme le Nesquik. Ça n'a pas d'intérêt comme anecdote. Non, j'ai fréquenté très peu de monde parce que malgré tout j'étais quand même que maquettiste, donc même si je participais aux réunions de rédaction, si j'échangeais sur le contenu, si je donnais mon avis sur les choses, il n'empêche pas que les 2 grandes têtes pensantes de Casus, c'était Didier Guédrix, Pierre Rosenthal. Par alternance, en fonction des périodes, on a eu Jean Balcezac qui était très important dans la rédac, puis après un peu moins.
On a Fabrice Collin qui est venu nous rejoindre, qui est reparti. Serge Olivier qui est venu. Tristan Lhomme qui a bossé un moment à l'intérieur de la rédac, plutôt qu'en mercenaire talentueux comme on le connaît. Et donc, moi, j'avais pas tellement accès à ça. Je veux dire, il partait à la Gen Con pour rencontrer du monde. Moi, je faisais pas partie de l'avion, j'étais même pas dans les soutes. Donc, non, j'ai pas eu cette sensation de merde, comment on appelle ça, de transparence, enfin de moments où on s'accrochait. Mais alors ça a peut-être existé, mais je peux pas te répondre à ça. Bon, on va arrêter l'interview je vais faire venir un vrai auteur de jeux de rôle. Qui vaille le coup. Qui connaissent Ian Livingstone, enfin qui connaissent des gens, Jeff Isley à la maquette, tout ça, mais enfin à l'illustration. Des Steve Jackson, enfin je sais pas, des oui, gens. Oui. Voilà. Ou Joe Jackson, mais alors c'est plutôt pour le piano. Là. Mais ouais, c'est un autre genre. Ouais, Joe Jackson, oui, c'est très bien aussi. Bref. Donc voilà, 99 arrive, ouais. Ça commence à être c'est même très compliqué. Ça tient plus. Ça tient plus, notamment l'arrivée de l'informatique, d'Internet, la baisse des tirages en magazine, la possibilité d'avoir des scénarios en téléchargement. À l'époque, le téléchargement s'était présenté comme étant la magie, du tout gratuit. D'ailleurs, tout la DSL en France a été basé sur l'idée que vous prenez la DSL, vous avez un abonnement et le reste de l'univers est gratuit. Alors merci de l'encouragement au piratage, au MP3, au film et compagnie, je vous explique même pas, mais malgré tout, ça a vraiment flingué le côté jeu de rôle, le magazine papier, voilà, il a pris une claque à ce moment-là, puis on était un petit peu gavés de jeux de rôle aussi, on avait déjà tous une bonne centaine de bouquins à la maison. Alors, si tu veux, moi, ma vision du monde, c'est qu'à ce moment-là, on est confronté à 2-3 trucs qui sont vraiment méchants pour le petit univers qu'on a réussi à développer. Le plus méchant pour moi, c'est la campagne médiatique qui nous casse du sucre sur le dos, et qui surtout fait que les CPE de collège décident de ne plus prêter de salle aux gamins qui jouaient entre midi et 2, entre eux. Et comme on est tous des satanistes et qu'on fait des choses pire que pire, il n'est pas question qu'un collège qu'une administration de collège puisse laisser perdurer ça. Ce qui veut dire que du coup, toute cette génération montante qui pourrait adhérer au magazine, mais plus qu'au magazine, qu'au principe du jeu, à l'imaginaire qui se développe, au fait d'aller se baffrer des bouquins, parfois en anglais, et à développer sa capacité à lire du Shakespeare, tout ça disparaît du jour au lendemain, très rapidement derrière les émissions de la dame que je ne nommerai pas parce que moi je sais qu'il y a au moins 2 dames. Oui aussi. La deuxième raison, c'est l'arrivée de Magic, qui est une usine à pognon comme on n'en a pas vu dans notre milieu, parce que notre milieu a toujours été une niche, c'est encore une niche, et donc il n'y a pas tellement d'argent qui circule. Ce qui fait que quand Magic arrive avec toute cette mécanique consumériste, on n'est pas prêt à ça, on ne sait pas le gérer. Donc on en met un peu dans Casus. Et tous les vieux rôlistes disent pas de Magic chez nous, on veut pas en entendre parler. En même temps, c'est une part de marché conséquente et on essaye d'en mettre un peu et puis ça marche pas. On est en 94, l'arrivée de Magic, la déferlante Magic en France, c'est 94. Et on commence à en mettre un peu, 2 pages. Pierre est très amateur, Pierre Rosenthal est très amateur de ça, donc il essaye d'en mettre. Il y a une couverture d'un Casus de 94 où c'est carrément le dragon Shivan qui sort de la carte. Et vous aviez fait tout un article dessus expliquant les cartes, etc. Effectivement. Et nous aussi, effectivement, ça nous a bouffé. C'est vrai, on a eu une phase convention, AJC, etc. Où c'est que, de 94 à 99, je dois avouer qu'on a quand même beaucoup joué à Magic. Alors, ce qu'il y a, c'est que moi, on était dans la démesure. C'est-à-dire que j'avais 3 parties par semaine, plus une dizaine de parties de Magic. Donc, ça m'empêchait pas, jouer Magic ne m'empêchait pas de faire du jeu de rôle. Mais le jeune occasionnel, celui qui achetait un jeu de rôle comme ça à l'occasion et tout... Pas beaucoup de pognon. Ouais, puis ça nous bouffait tout. Ça bouffait le pognon, parce que c'était fait pour. Alors c'est très bien, hein. J'ai peu joué à Magic, mais j'y ai joué un peu. Le concept, il est en béton. Enfin, c'est vraiment... ils sont toujours là. Hein. Ouais, ils sont toujours là. Et puis c'est un concept de marketeur, c'est-à-dire que moi j'ai toujours bossé plus sur des projets créatifs parce que c'est ma veine, et moins marketing. Et là, je vois l'intelligence du projet, du produit, c'est incontournable. Et puis tu rajoutes derrière le développement donc d'Internet et des jeux massivement multijoueurs, et puis tu as les 3 ingrédients qui font que ça plonge. Alors, tu sens que tu vas dans le mur, que le train va rentrer dans la gare Montparnasse et faire boum, et puis tu essayes de lutter. Donc,
Le rédac chef Didier prend des options, les développe, et puis on a beau essayer de tripatouiller, faire un peu plus de ci, un peu plus de ça, au final ça marche pas. Ouais. Donc en 99, on met la clé sous la porte. Alors, ça a été pour toi un changement, et qu'est-ce que tu as fait après 99? Alors, entre 2000... Alors, on est très honnêtement bien traité. C'est-à-dire que moi, j'ai un bilan de compétences, je suis au chômage, je suis aidé. Les conditions des journalistes, puisque même maquettiste, j'avais une carte de presse, dont j'étais très fier. Je me prenais un peu pour Zola, si vous voulez, mais peu, tout petit peu. Mais le fait d'avoir une carte de presse... Le Hafling, le Zola, le Hafling. Oui, c'est ça, exactement. C'était une fierté pour moi. J'avais la sensation de me dire, je fais partie de... Pas d'une élite, mais au moins de quelqu'un qui est reconnu comme étant capable de... 10 ans dans un métier comme ça, c'est pas rien. C'est pas même rien, une aventure complète, c'est un pan de vie quand même, une décennie. Et donc, on est bien servi, bilan de compétences, chôme-du, machin truc. Et donc, moi, je développe un projet de bouquin qui s'appelle Les abécédaires imaginaires, sur lequel, bien évidemment, je compte beaucoup. Et un principe de livre graphique sur lequel j'ai beaucoup investi de temps. L'idée, c'était de demander à des gens connus dans tous les univers différents que je pouvais rencontrer, de me proposer des définitions imaginaires de mots existants dans le dictionnaire. Alors, des mots plus bizarres les uns que les autres. Et ça promettait d'être sympa. Le premier qui m'a répondu oui, c'était Schuiten, François Schuiten. Le deuxième qui m'a répondu non, c'était Claude Nougaro, mais très gentiment, en me disant non, un truc de plus, ça va faire déborder le jazz. Ok, merci mon gars. Et voilà, et puis je me suis dit, on va essayer. Et puis j'ai accumulé tous les auteurs que j'espérais avoir. 30% m'ont répondu oui, 30% m'ont répondu non, 30% m'ont jamais répondu. Dont des gens que je n'imaginais pas ne pas répondre, mais c'est la vie. Et puis j'ai pas trouvé d'éditeur. Donc j'ai remballé ça et je suis retourné au boulot. Donc je suis retourné dans une agence de pub où j'ai vécu 5 ans... passons. Pas très intéressante. En tout cas créativement pas très intéressante. Et en 2000... Donc j'ai fait ça de 2002 à 2007. Et en 2007, je suis parti dans le patrimoine. Mon épouse travaillant comme scénographe, on faisait des projets intéressants où il y avait une nécessité d'avoir un graphiste. Et donc pendant 7-8 ans, j'ai bossé à fond sur des musées, sur des expositions temporaires, sur les parcours piétonniers. Et ça ralliait ma passion du graphisme et de l'histoire. Parce que c'était des lieux... On a fait le château de Vincennes, enfin bon, on a fait des trucs intéressants. Et en 2016, Black Book édition m'appelle pour potentiellement reprendre la Élite et en faire une nouvelle version étendue. Et donc, troisième occurrence pour lequel la Élite me revient dans le nez. Et donc, je tombe de ma chaise à nouveau, parce que je me dis... Et là, c'est un gros projet.